Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à le visionner. Le lien en description. Nous débutons le tier 2 avec la Death Guard et ses 45% de victoire. Depuis la sortie de son codex en V9, la faction a eu des hauts et des bas. Mais avec l'arrivée de Nephilim et les dernières balances data slate, cela lui a permis de sortir légèrement la tête de l'eau. Bien entendu si on compare aux factions précédentes. Mais on est encore très loin de celle dans le tier S. Bien que la Death Guard possède d'excellentes capacités de résilience, moins un dégât via le trait de Légion, les différents traits de contagion, voire traits de seigneur de guerre, de nombreuses unités endurance 5, le profit de l'armure de mépris, font de la Death Guard l'une des factions les plus résilientes du jeu. Du côté de la létalité, l'armée n'est pas en reste. Entre les armes de la peste, les nombreuses armes à dégâts 2 et mécaniques de génération de blessures mortelles, donc qu'est-ce qui cloche ? Dans un premier temps, c'est une armée assez lente si on exclut les drones et méphytiques. Du côté des objectifs secondaires, seul Spread the Sickness atteint difficilement les 10 points de victoire en moyenne, obligeant ainsi les listes à devoir se construire autour d'autres secondaires que ceux de la faction, limitant ainsi leur potentiel. Avec 46% de victoire, nous retrouvons les Blood Angels, Thousand Sons et Chaos Knight. Je ne vais pas trop épiloguer sur les Blood Angels, car vous retrouverez un épisode à apprendre à construire sur ma chaîne dédiée à cette faction. Le lien est en description. Je vous laisse tout de même un petit aperçu de la moyenne des points des secondaires. Relentless Assault est à 10 points, Fury of the Lost 9, Death from Above 8 et Blade of Sanguinus à 7 points en moyenne. La faction est plutôt bien équipée en secondaire par rapport à toutes celles rencontrées jusqu'ici. Passons aux Thousand Sons, une armée ayant gagné ses capacités de résilience depuis l'arrivée de l'armure du mépris. Entre la réduction de pénétration de l'armure grâce à celle-ci, le +1 contre les dégâts 1 de tout n'est que poussière, et celui du couvert léger, on arrive facilement à des bonus de +3 à la sauvegarde. Ajoutons la létalité durant les phases psychiques et de tir, d'excellents secondaires apportant entre 7 et 9 points de victoire, vous obtenez une excellente faction. Son point faible résidera dans la pauvreté du nombre de choix d'unités compétitives, s'articulant entièrement autour des Terminators Scarab. Bien que l'on puisse apercevoir depuis peu l'ajout d'un détachement démon du chaos entièrement construit autour des flammeurs de Tzeentch. Pour ce qui est des Chaos Knight, au niveau objectif secondaire, on sera régulièrement avec Ruthless Tyranny, 10 points en moyenne, et Fitting Challenge, 8 points. Fitting Challenge se base sur la destruction des unités les plus importantes de l'adversaire. Ruthless s'appuie sur le contrôle des objectifs. Combiné à la capacité de vos unités à être objectifs sécurisés et comptant pour 5 figurines, cela vous facilite grandement ces choix. Il faudra tout de même faire attention. Les Chaos Knight est une faction très élitiste, ce qui signifie que vos unités peuvent faire énormément de choses, mais vous en possédez peu. Donc la moindre perte peut vous être fatale. À 47% de victoire, nous avons l'Alpha Légion et les Night Lords. Du côté de l'Alpha Légion, nous avons des traits de Légion offrant un malus pour être touché lorsque l'adversaire est à plus de 12 pouces, ainsi qu'une capacité à pouvoir désengager et charger, ou désengager et réaliser une action. Mais avec un objectif secondaire apportant 3 points de victoire en moyenne, autant vous dire que l'on va tout de suite s'intéresser à d'autres secondaires. Depuis l'arrivée du codex Space Marine de Chaos, nous pouvons observer de nombreuses listes utilisant une grosse unité de 10 Terminators, avec la relique Black Rune of Damnation. Ajoutez à cela un trait de seigneur de guerre offrant l'objectif sécurisé et la possibilité de tirer et réaliser une action. Sans oublier les différents stratagèmes offrant énormément de flexibilité, comme désengager et tirer par exemple. Vous obtenez une armée suffisamment intéressante pour mener à bien vos différents objectifs secondaires. Quant aux Night Lords, à première vue, ils ne semblent pas trop aider. Leur trait de légion est assez anecdotique, et leur objectif secondaire est horrible avec 5 points de victoire en moyenne. Mais lorsque l'on s'intéresse de plus près aux traits de seigneur de guerre, on peut constater que plusieurs d'entre eux sont intéressants, particulièrement Dirty Fighter qui inflige un Fight Last. Du côté des stratagèmes, vous avez des capacités à pouvoir désengager et charger, ou d'empêcher votre adversaire de désengager. Bref, d'excellents outils pour une faction qu'il ne faudra pas sous-estimer. Montons maintenant à 48% de victoire, avec les Orcs, League of Votan et le culte Genestealers. Pour les Orcs, c'est assez simple. Des secondaires assez intéressants entre 8 et 10 points de victoire, une capacité à pouvoir sacrifier de nombreuses unités pour scorer et infliger de lourds dégâts à l'adversaire, combinée aux différentes possibilités de construction à travers les différentes cultures, que ce soit Goff pour accentuer la létalité en phase de mêlée, les Blue Dax et leur stratagème Surprise, il y a même un petit retour de l'armée de renom en Evil Sons. En somme, un codex qui reste encore impressionnant de diversité et surtout d'efficacité. Du côté des Votan, il n'y a pas grand chose à dire. Le codex est à peine sorti. Par rapport à la période sélectionnée pour construire cette tier list, il n'y a qu'une centaine de parties enregistrées. On peut constater tout de même que dans 47% des cas, les listes sont d'Ymir Conglomerate, 52% des cas de la Greater Turian League. En dehors de l'objectif Ancestor Watching, qui est à 9 points en moyenne, les 3 autres atteignent à peine les 6 points.
À peine arrivée, la faction est tout de même à 48% de victoire. Mon instinct me dit que l'on va voir cette faction augmenter dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du culte Genestealers, la faction fut mise en évidence depuis le WTC dernier avec l'équipe d'Australie. Avec des objectifs secondaires scorant respectivement 7, 8 et 11 points de victoire en moyenne, permettent au culte de maintenir un taux de victoire assez important. Combinez cela aux différentes capacités d'infiltration ou d'arrivée en jeu, pour menacer n'importe quel endroit de la table, obligera votre adversaire à devoir faire des choix. Et la moindre de ces erreurs sera immédiatement sanctionnée par le joueur culte Genestealers. Par contre, le moindre échec dans les plans du culte entraînera une longue agonie, permettant à son adversaire de reprendre la main. C'est une faction très intéressante à jouer, car elle laisse peu de place à l'erreur. Nous finirons le tiers 2 avec la Black Legion et les Eldar Craftworld avec 49% de victoire. Pour ce qui est de la Black Legion, elle est aidée dans un premier temps par le fait qu'elle bénéficie d'Abaddon, offrant une full reroll des touches et des blesses sur une unité corps ou personnage de la Black Legion. Fort intéressant lorsque c'est une unité de Terminator équipée de combifuseurs et points tronçonneurs. Rajoutons à cela la relique Veilbreaker Plate, vous permettant de téléporter une fois par bataille une unité base. Ainsi, vous pourrez faire des mouvements de désengagement sans réellement désengager, puisque c'est une téléportation. Ou la Cloak of Conquest donnant objectif sécurisé aux unités bases. Tout pour garder le contrôle des objectifs et pouvoir désengager un combat trop difficile, avec Papa Abaddon pour ajouter du mordant dans la phase de mêlée. Heureusement que l'objectif secondaire n'est qu'à 7 points de victoire en moyenne. Bref, je ne serais pas étonné de voir cette faction améliorer son pourcentage de victoire dans un avenir proche. Pour ce qui est des Craftworld, nous avons des objectifs secondaires variant de 7 à 8 points de victoire en moyenne, ce qui expliquerait leur placement dans la tier list. Dans toute l'histoire de Warhammer 40 000, la faction a toujours été compétitive, grâce à ses unités spécialisées, passant par les Banshees, dédiés à la mêlée, aux araignées spectrales pour la mobilité et la létalité en phase de tir, les Swooping Hawks et leur mobilité permettant d'harceler l'ennemi tout en restant insaisissable, le nombre de combinaisons possibles entre les différentes unités du codex et la richesse des différents vaisseaux mondes, en passant par le Hail of Doom ayant dominé la méta durant Ashmund, cela a permis aux Eldar de s'adapter en toutes circonstances. Enfin, nous atteignons les factions avec 50% de taux de victoire. Nous commencerons le tiers 1 avec l'Adeptus Custodes. À la sortie du codex, les Custodes sont dominés parmi les factions les plus brutales du jeu, mais les balances data slate sont passées par là, et ont fait chuter drastiquement leur taux de victoire. La perte de l'objectif sécurisé sur toutes les unités en dehors des troupes a drastiquement pénalisé le contrôle du champ de bataille, rendant la plate prétorienne moins intéressante. L'impossibilité d'utiliser certains stratagèmes défensifs sur les motojets et le fait de ne plus le faire plus d'une fois durant la partie oblige les joueurs custodes à devoir faire le bon choix au bon moment, réduisant le côté permissif de l'armée, en prenant en compte les objectifs secondaires assez moyens car seul Auric Mortalis atteint les 8 points de victoire en moyenne, contre 5 et 7 pour les deux autres. Même en acquissant tous ses malus, l'armée reste compétitive à travers sa résilience et son armement plutôt efficace. À 51% de victoire, on trouve les World Bearers, l'Imperial Knight et l'Empire Tau. Quand vous avez un secondaire qui atteint les 8 points de victoire en moyenne, que vous avez des fiabilisateurs pour améliorer l'aspect offensif et défensif de vos unités via les traits de seigneur de guerre ou les reliques, du côté des traits de légion, on a une full relance des touches et une insensible à 5+, contre les blessures mortelles, de quoi fiabiliser n'importe quelle unité de mêlée, tout en encaissant convenablement les attaques psychiques. Bref, les World Bearers cumulent de nombreuses règles permettant de fiabiliser leur impact, sans entacher leur capacité à marquer des points de victoire. Si je devais exprimer un point faible, ce serait leur personnage. Ils sont principalement destinés à l'amélioration des unités de votre armée, bien qu'il ne soit pas impossible, si on le souhaite, de construire un héros hammer. Mais d'autres légions sont capables de le faire, et beaucoup plus facilement. Pour les Imperial Knights, comme les Chaos Knights, nous sommes sur une armée élitiste, avec peu de figurines, où chacune regroupe de nombreuses synergies les unes avec les autres. Depuis le Paris GT, avec la première place occupée par Mike Hazelwood et sa liste Freeblade, nous pouvons constater que de nombreux joueurs anglophones se sont penchés dessus en y apportant chacun de petites modifications. Mais globalement, nous restons sur la même mécanique, optimiser les traits des différentes maisonnées afin de fiabiliser l'impact de chaque figurine. Ajouter des objectifs secondaires efficaces, particulièrement Yell No Ground et ses 10 points de victoire en moyenne, ainsi que Renew the House et Honor of the House, apportant chacun 9 points en moyenne. Cela permet à la faction de maintenir un taux de victoire très stable. On a tous un pote, jouant les taux et se plaignant à chaque fac ou balance data slate que son armée n'est plus aussi forte, faisant même partie du ventre mou de la méta. Certes, ils ne sont plus dans le tier S, mais ils restent excellents et se maintiennent facilement dans le tier 1. À la sortie du codex, c'était assez évident de devoir jouer en monde K. Depuis les différents équilibrages, il y a un véritable choix à faire lorsque vous construisez votre liste pour intégrer le Koyon. Grâce au trait Paragon du Koyon, vous avez de grandes possibilités de redéploiement, afin d'optimiser votre impact sur les 2 premiers tours, et concentrer vos points de victoire sur les 3 derniers.
Avec Decisive Action rapportant 8 points en moyenne et Aerospace Relay pour 9 points, vous avez largement de quoi optimiser vos points de victoire. Car ces deux objectifs appartiennent à des catégories où les choix optimaux ne sont pas nombreux, ce qui vous permettra de prendre des objectifs de destruction bien plus facilement que d'autres factions. Passons aux factions avec 52% de victoire, Necron et Drukhari. Pour les Necrons, c'est assez simple. Lorsque le plus faible des objectifs secondaires apporte 8 points de victoire en moyenne, et les autres ne sont pas en dessous de 10, on a une excellente base pour faire la course aux points de victoire. Surtout quand son adversaire n'est pas capable de faire de même. La majorité des parties se sont résumées à la capacité de l'adversaire à empêcher le joueur Necron d'atteindre ses 15 points de victoire sur chacun d'eux. La totalité des listes compétitives sont basées sur les traits personnalisables, permettant un mouvement d'avant-bataille, et le second offrant un objectif sécurisé à toute l'armée. Ainsi vous combinez mobilité et contrôle du champ de bataille. Soutenez le tout avec les relances qu'offre le Roi du Silence, qui cumule à lui tout seul une grande résilience, une forte létalité au tir via ses menhirs, damage 6, ainsi qu'en phase de mêlée avec ses 13 attaques différentes. Pour les Drukhari, c'est très différent. À la sortie du codex, la faction a martyrisé à un long moment la méta. Games Workshop a dû s'y prendre à plusieurs fois pour l'équilibrer. Car les Drukhari ont une capacité d'adaptation très importante grâce à ces différentes coteries, la Cabale, les Witch et le Couvent. C'est la première faction s'orientant vers la notion de trade, en termes de mécanique de jeu. C'est-à-dire que vous utilisez des unités très fragiles, mais extrêmement létales, que vous protégez derrière des ruines ou dans vos transports, augmentant ainsi leur portée de menace avec le débarquement. La logique n'est pas de conserver votre ressource sur plusieurs combats, mais de chercher à détruire votre adversaire quitte à perdre votre ressource. Celle-ci ne coûtant pas cher, vous permet d'en avoir plusieurs exemplaires, pour créer plusieurs vagues de menaces sur toute la durée de la partie. Les objectifs secondaires Drukhari sont assez moyens avec 7 points de victoire en moyenne. Seul Take Them Alive est à 9 points. Emperor Children et Chaos Demon atteignent le tier 1 avec 53% de victoire. Depuis la sortie du codex Space Marine du Chaos, les Emperor Children ont été très rapidement catalogués comme l'une des meilleures légions. À première vue, ils ne sont pas aidés par leur secondaire qui atteint tout juste les 5 points de victoire en moyenne. Donc, où réside leur force? Tout d'abord, leur trait de légion est assez permissif, car il permet d'ignorer les malus au jet pour toucher. Très intéressant lorsque l'on joue des points tronçonneurs dans les unités de Terminator du Chaos, ou que l'on bouge avec des armes lourdes, ou que l'on avance avec des armes d'assaut. Cela tombe bien car l'arme sonique Blastmaster possède ces deux particularités. Le fait d'améliorer la PA des attaques sur des jets pour blesser non modifiés de 6 est assez anecdotique en soi. Lorsque l'on regarde du côté des stratagèmes, on constate la possibilité de fiabiliser une charge importante, voire d'infliger un fight last avec n'importe quel personnage. Particulièrement important quand toutes les unités sont marquées de Slaanesh et possèdent forcément la capacité Fight First. Sans oublier que le pouvoir psychique dédié à Slaanesh est une insensible à 5+, faisant de l'unité de 10 Terminator un véritable casse-tête. Pour ce qui est des démons du chaos, le codex est sorti depuis peu de temps, mais on peut apercevoir certaines redondances. Le Bloodthirster exalté ne pouvant perdre plus de 8 points de vie par phase, la présence régulière de Be'lakor, ainsi que des 3 unités de flammeurs. Du côté des objectifs secondaires, on a une certaine stabilité, avec Nourished by Terror, avec 7 points, Despoiler of Reality, et 8 points, le plus important étant Reality Rebels, montant à 11 points. La stabilité de leur secondaire pourrait expliquer leur place. Mais il est vrai que nous manquons de données. Il ne serait pas impossible que leur taux de victoire s'améliore. Pour finir avec le tier 1, montant à 54% de victoire, nous avons l'Adepta Sororitas. Quand vous avez une armée qui combine des capacités de trade et des objectifs secondaires qui naviguent entre 9 et 11 points en moyenne, comme les Necrons, si votre adversaire n'est pas capable de faire la course au point de victoire, il va falloir chercher à vous empêcher de marquer des points. Et c'est ici que l'on trouve des difficultés. Car comment empêcher l'Adepta Sororitas de réaliser des actes de foi? Même lorsqu'elles sont mises en difficulté, elles pourront toujours réaliser cet objectif. Defend the Shrine sera l'objectif le plus protégé du dispositif. Vous devez ainsi investir de nombreuses ressources pour leur subtiliser. Dans le meilleur des cas, vous lui ferez perdre 3 points si vous êtes second joueur, réduisant ses points de victoire à 12 au lieu de 15. Pour ce qui est de Sacred Ground, puisque l'action peut être lancée à la fin de la bataille, si l'Adepta Sororitas est en second, vous lancerez les actions à minima sur 2 objectifs hors zone de déploiement, ainsi que celui à l'intérieur rapportant minimum 11 points. Et si vous commencez en premier, il y a de fortes chances d'obtenir 6 points en comptant l'objectif utilisé pour Defend the Shrine, plus celui de votre zone de déploiement, permettant ainsi de concentrer vos efforts sur les 4 prochains tours afin d'atteindre les 11 points. Bref. La mécanique d'objectif secondaire des sœurs est tellement fiable qu'il est très difficile de devoir gérer en même temps ses unités offensives tout en s'attaquant à sa capacité de scorer. Nous voici arrivés dans un domaine assez spécial, celui des prédateurs. On commence avec 2 armées atteignant les 55% de victoire, la meilleure légion du codex Space Marine du Chaos et celle qui regroupe toutes les forces à Eldari, Crash and Build d'un côté et Inari de l'autre.
L'objectif secondaire de la Légion de Bill est le plus performant du codex. Specimen for the Spider atteint facilement les 10 points de victoire en moyenne. C'est un objectif très complet, offrant de multiples possibilités. Pouvoir scorer contre les personnages et les monstres, mais aussi contre n'importe quel type d'unité à partir du moment que vous la détruisiez avec des attaques de mêlée. Comme nous avons pu le voir à travers les autres légions, le Codex du Chaos regorge d'excellentes unités de mêlée, que ce soit les possédés ou les Terminators. La petite touche supplémentaire réside dans le trait de la Légion, offrant un bonus de +1 sur le mouvement et la force des unités de l'armée. Cela lui permet d'avoir une mobilité assez intéressante, car lorsque vous effectuez un pouce de mouvement durant votre phase de mouvement, c'est un pouce en moins durant la phase de charge à effectuer. Mais le plus important dans les traits de la Légion vient dans le second, pouvoir s'activer durant la phase de combat, alors que celle-ci vient d'être détruite par l'adversaire. C'est le meilleur contre aux armées de trade, qui ont tendance à envoyer tête baissée une unité pour vous détruire, sans que vous ayez le temps de réagir, ce qui vous oblige, durant votre tour, à devoir gérer l'unité adverse. Avec ce trait de Légion, vous serez en capacité de détruire l'unité ennemie durant son tour, ce qui est un gain de temps indéniable. Et n'oubliez pas, vous permet de scorer sur votre objectif secondaire. Cette capacité est particulièrement utile lorsque l'on affronte des sœurs de bataille ou Nécrons qui engrangent des points de victoire à toute vitesse. Grossièrement, les Inari regroupent tous les points forts des Aeldari, mais avec quelques limitations en termes de construction. Ils peuvent utiliser les meilleures mécaniques de chaque faction, que ce soit les stratagèmes ou les pouvoirs psychiques. Finalement, les Inari tournent régulièrement autour des troupes Harlequins, qui, une fois améliorés par le pouvoir psychique Ancestor Grace, combinés à leurs stratagèmes d'armes Kiss, Caress et Embrace, deviennent monstrueux. Et vous savez quoi? Si en plus durant le tour de votre adversaire, qu'il vous détruit une unité Inari, vous savez ce qui se passe? Vous avez simplement un Incarn qui arrive à 1 pouce des unités de votre adversaire sans être à portée d'engagement, prêt à charger lorsque le tour de votre adversaire prendra fin, espérant simplement que votre adversaire détruise votre unité durant sa phase de mêlée, ainsi il n'aura aucune solution contre votre Incarn. Pour tout le reste, on prend ce qui se fait de mieux dans le Codex Aeldari côté Craftworld. Des Banshee, Lightning Spear, Whooping Hawk, sans oublier du côté Harlequin les bons Starweaver, transportez vos unités de joueurs. En deuxième position de ce tiers S, nous trouvons une armée à 58% de victoire. Oui, pour certains vous l'avez deviné, les Tyrannides. La flotte ruche Léviathan a clairement dominé depuis la sortie du Codex. J'espère que la dernière balance Dataslate, ayant nerf les guerriers ainsi que les zoanthropes indirectement, permettra de voir de nouvelles listes que l'éternel spam de guerriers et doublettes de harpies. Car d'autres flottes ruches sont tout aussi intéressantes, que ce soit Kraken, Behemoth, voire même des flottes entièrement personnalisées. Bref, un vent de fraîcheur s'annonce sur l'avenir des listes tyrannides. Comment peut-on expliquer le taux de victoire si important de cette faction? Du côté des secondaires, ce n'est pas exceptionnel. On est entre 6 et 8 points de victoire en moyenne. Mais elle rattrape sa capacité à marquer des points de victoire, car elle possède de puissantes phases de jeu et un contrôle des objectifs assez exceptionnel. Que ce soit en phase de tir avec des armes comme les canons venin ou leur version lourde, de nombreuses capacités à générer des blessures mortelles via les harpies, biovores, zoanthropes, voire stratagèmes, tout un armement très utile. Et une exceptionnelle phase de mêlée avec les épées d'os sur les guerriers, ou la relique ultime, le Reaper d'Obliterax, permettant d'outrepasser les règles bloquant la perte de points de vie par phase. Cumuler tout cela à une grande résilience, via la transhumaine 4+, sur les unités Léviathan, qui désormais a disparu pour les créatures Synapse, non monstres, mais cela explique pourquoi il y avait tant de guerriers dans les listes tyrannies de Léviathan. Cumulé à la possibilité d'avoir une invulnérable et une insensible à 5+, en permanence, sans oublier le stratagème permettant de réduire les dégâts de 1 sur les guerriers. Beaucoup trop d'accumulation de bonnes choses qui expliquent pourquoi le tyrannide atteint un taux de victoire aussi important. Pour finir avec cette tier list, qui m'a pris un temps fou à réaliser, avec 59% de victoire, les Harlequins. Que dire sur cette faction? Alors qu'elle pouvait atteindre à certains moments les 75% de victoire, balance Dataslate après balance Dataslate, on a encore 59%. Alors oui, c'est certain, leur taux de victoire est énormément baissé. Mais la problématique Harlequin n'est pas terminée. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que l'on en disait il y a 7 mois, je vous invite à regarder une ancienne vidéo qui explore les problèmes qui s'étaient posés. Le lien est en description. Commençons du côté des objectifs secondaires avec Weaveveil à 9 points, sachant que dans la même catégorie, Interrogation mentale est à 8 points en moyenne, Take Your Place à 10 points et Deadly Performance à 10 points aussi. On obtient une base de score très intéressante. Bien que Take Your Place ne se combine pas parfaitement avec Deadly Performance, un autre objectif générique fait extrêmement bien le travail. Behind Enemy Lines avec 8 points de victoire en moyenne reste excellent, surtout lorsque l'on a des transports de troupes vides à ne plus trop savoir quoi en faire. Pour résumer, d'un point de vue objectif secondaire, l'Harlequin est très bien fourni. Sans oublier le Troopmaster saisissable, le Digester empêchant l'Overwatch grâce à son rôle pivot afin d'optimiser l'impact de vos troupes. Ce serait tout de même un comble si vous faisiez brûler les Colandim tout neufs par des flammeurs de Tzeentch.
Voilà ce que donne la tier list avant l'application de la balance Dataslate Q4 2022. Si vous voulez voir ce que cette Dataslate change, je vous mets le lien d'une vidéo dédiée à tous les changements, comme toujours en description. J'espère que ce format vous a plu. J'ai essayé d'apporter quelques détails sans forcément être trop long. Et franchement, c'est un exercice très difficile. De faire assez concis tout en apportant une petite touche de détail pour chacune des factions. À certains moments, c'était assez facile, pour d'autres beaucoup moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, du moment que vos critiques sont constructives, j'en prendrai note. Et j'essaierai de les appliquer à de futures vidéos. Sur ce, en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite un excellent wargame.